Non, ça. Mais nous ne sommes pas des Sorbonnards, je ne suis pas en train de passer une thèse, hein, et ça sera donc simplement une rencontre, une balade en images, hein, en zigzag et aller-retour. Donc j'espère que vous voyez à peu près dans l'écran, etc. Très bien. Donc voilà déjà une caricature de Anastasie. Et vous verrez que c'est surtout ça, des petites images, des petites images. On passera bien sûr par une explication du mot caricature. On parlera également des hauts et des bas de la liberté de presse. Encore une personne. Voilà. Un pauvre petit journaliste qui est bien embêté parce que Anastasie est derrière lui, mais assis sur un boulet qui pèse très lourd. À côté de ça, par rapport aux lois sur la presse, la pauvre petite presse, elle est complètement anéantie par certaines lois. Et puis surtout, hein, tout le monde a peur des caricaturistes. Prenez garde, le voilà qui aiguise son crayon. Un plus gentil dessin, la presse, le monsieur demande à la caricaturiste, j'espère que tu m'abîmeras pas trop le portrait. Non, je ne voudrais pas faire tort à ton image devant les dames. Et à droite, c'est un journaliste tout azimut qui tremble sa plume dans du fiel, dans de la bave, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle avec tous les progrès techniques? L'éclosion de journaux illustrés. Éventuellement, pour en voir davantage ici. Et encore, il y en a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde avait son petit journal, et il y avait des journaux qui duraient longtemps, et d'autres pas longtemps du tout. Mais il faut dire qu'ils étaient assez assassinés, justement, par la censure. Et puis, voilà le genre de réaction que les gens pouvaient avoir, hein, les gamins, dans laquelle on aura plus de femmes nues pour 2 ronds. Voilà un exemple de titres, parmi les centaines parus, certaines à vie très courte et d'autres à vie très longue, depuis la comète, le bouffon, la baïonnette de Charlot, le diable, l'Auvergnat, même complètement à droite, et puis il y en a qui sont plus thématiques avec les contemporains, par exemple. Et on reverra Gilles tout à l'heure avec la Lune. Et puis il y a un Clémenceau, là justement, c'est je t'aime bien, dans La liberté au beurre. Encore une autre série de journaux, avec des fois des couvertures très cruelles. En haut et à gauche, je crois que c'est de Zodaxa, qui est dans lequel on voit un enfant qui est dans un bagne d'enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on voit encore? Le Mirliton tout en bas, qui est vraiment pour Montmartre est un rêve, puisque il décrit les dos et les marmites, les dos étant les hommes qui s'occupent des femmes, vraiment, et les marmites, ce sont les prostituées. Donc vous avez tous les thèmes qui sont abordés comme ça. On ne parlera pas de la vente en kiosque, mais c'est très mignon comme image, et un vrai kiosque à droite. On ne parlera pas non plus des crieurs de journaux, mais ceux-là sont aussi amusants à voir. Et par contre, on arrive à la caricature. Donc, une des définitions de la caricature, hein, c'est un nom qui est dérivé de l'italien caricare, qui veut dire donner du poids, du relief, alourdir, appuyer, insister, exagérer. Et caricarer s'emploie aussi pour charger une âme à feu. Façon de considérer la caricature comme une arme, capable de toucher, blesser ou égratigner, mais sans jamais tuer, pour attaquer sans relâche la victime, offerte aux assauts répétés du dessinateur qui conduit la charge. À droite, Thiers, en dessous Gambetta, en dessous Napoléon III, à gauche Louise Michel, et au milieu Rochefort. Mais ça, c'est une minuscule représentation de ce que pouvait faire à l'époque la caricature. Vous avez un dictionnaire solo qui a enregistré environ 5000 dessinateurs de caricatures français. Alors, par contre, la liberté de la presse, des hauts et des bas. Alors là, vous allez voir, en rouge, c'est quand ça va bien, et en noir, c'est quand ça va pas. Donc, ça a commencé il y a très longtemps. Louis XI impose aux imprimeurs français l'obligation du privilège royal avant toute édition nouvelle. En 1561, sous François II, une ordonnance du Parlement.
Tous semeurs de placards et libelles diffamatoires seront punis du fouet la première fois de la vie si récidive. En 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on respire, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. En Fructidor 1787, la Barthélemy de la presse, suppression de 40 journaux, rétablissement de la censure, instauration du timbre. En 1800, Napoléon supprime 60 journaux et rétablit l'autorisation préalable. On reviendra sur l'autorisation préalable. En 1830, presque totale liberté d'expression. En 1835, loi de septembre limitant la liberté de presse, ils n'oublièrent point d'instaurer la censure du caricateur. 1848, à nouveau liberté. 1852, des règlements très durs, pas avec Napoléon III. 1868, l'Empire relâche la bride. En 70-71, Jeune République, suppression de l'impôt du timbre et du cautionnement. La Commune, la caricature renaît. En 5 juillet 71, rétablissement du cautionnement. En 75, presque tous les délits de presse sont conduits en correctionnel. En 1881, c'est capital, remplaçant 42 lois, décrets et ordonnances, ce texte supprime toute mesure préventive et tout délit d'opinion. Il faudra cependant une loi du 2 août 1882 contre les publications obscènes. À droite, un superbe dessin d'Alfred Le Petit. On voit comment la presse est tenue en laisse. La presse, tu m'avais promis de me laisser marcher toute seule, là. Victorine, je t'avais promis, c'était pas encore Anastasie, je t'avais promis, oui, je t'avais promis, mais si tu crois tout ce qu'on te promet, cette phrase a été reprise un petit peu plus tard par Chirac, me semble-t-il. Alors là, donc j'ai dit un zigzag aller-retour. Donc du jamais vu, on est sous Louis-Philippe, et donc dès les débuts de la monarchie de juillet, un journal de combat, La Caricature, animé par l'intrépide Philippon, avait proclamé qu'on n'avait pas fait la révolution de 1830 pour remplacer un roi par un autre. Du jamais vu. Il y a une bande d'énergumènes, appelés le peuple, à détrôner un roi, et le roi ne bougeait pas. Alors la même bande lance une seconde torpille, quotidienne celle-là, et pour très longtemps, le charivari. Philippon contre Philippe, cela dura 5 ans, Philippe en fut la poire. Puis, de libéral, le roi devint tyran, la caricature politique fut décapitée, loi de septembre 1835 la décrétèrent bannie à jamais, un pool de censeurs dressé pour mordre fut chargé d'en assurer l'application. Pour garantir leur survie, les caricaturistes durent se rabattre sur la satire de mœurs. Voilà la fameuse poire, Louis-Philippe. Le premier croquis ressemble à Louis-Philippe. Vous condamnerez donc. Alors il vous faudra condamner le second qui ressemble au premier. Puis condamner cet autre qui ressemble au second. Et enfin, si vous êtes conséquent, vous ne saurez absoudre cette poire qui ressemble au croquis précédent. Ainsi, pour une poire, pour une brioche et pour toutes les têtes grotesques dans lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste ressemblance, vous pourrez infliger à l'auteur 5 ans de prison et 5 000 francs d'amende. Honoré de Daumier passe 6 mois de prison à Sainte-Pélagie pour ce Gargantua qui se nourrit d'impôts. À droite, un autre dessin de Louis-Philippe, passé, présent, avenir, visage à 3 faces. Et Thiers, on le retrouve dans une petite brochure très mignonne qui s'appelle « Fleurs, fruits et légumes du jour ». Là, c'est la poire. Donc on dit Thiers, 21 départements l'ont élu député. Il n'est pas de succès pareil dans notre histoire. Thiers voudrait rester froid, mais radieux, enchanté. Malgré lui-même, il fait sa poire. Alors maintenant, on arrive après la caricature à la censure, qui viendrait du latin censeo, qui signifie « j'estime, je trouve bon, je décide ». À rapprocher de blâmer, critiquer, interdire, taillader, condamner, excommunier,
caviardé. Un dessin de Monsieur Touchatou à droite, dans le trombinoscope de Touchatou, donc on trouve censure. Censure Anastasie, fille naturelle de Séraphine Inquisition, et dans sa famille Ernest Communiqué, Zoé Bonvouloir, Vicomte Buctor de Saint-Arbritaire et Agathe Estampille, ses cousines, tantes et beaux-frères. À droite, une petite phrase de Scribe. On crie beaucoup contre la censure, mais cependant, elle nous oblige à avoir de l'esprit. À gauche, une carte postale de 1900 à peu près. Malgré ses énormes lunettes, Anastasie à l'aveuglette, mutile à tort et à travers, ne respectant prose ni vers. Alors, Anastasie, qui est Anastasie? Pourquoi Anastasie? Plusieurs histoires, donc ce sont des histoires, rien n'est faux, rien n'est vrai, il y en a encore d'autres sûrement. Une sage-femme, Salomé, est appelée par Joseph pour aider Marie, mais elle arrive trop tard. Cette femme refuse de croire que la mère est vierge, elle avance la main pour vérifier, et voici que sa main se détache d'elle, consumée par le feu. Pendant ce temps-là, Anastasie, une jeune fille douce, mais qui est née sans main et sans bras, Jésus et Marie demandent l'hospitalité à son père, un riche homme de Bethléem. Il leur concède l'étable après que sa fille l'ait supplié. Quand Marie sent le terme venir, elle demande à Joseph de chercher une femme pour l'assister. Seule Anastasie accepte. Dès qu'elle touche l'enfant avec ses moignons, des bras et des mains lui poussent. Dans certains écrits, son père voulait lui trancher de nouveau. Donc, que peut-on conclure? Les mains coupées ou détachées renvoient bien à l'idée de censure. Ensuite, le personnage de la coucheuse qui manie aussi les ciseaux, cette image s'impose. Donc, Anastasie, en grec, la résurrection, parce que la censure ressuscite toujours. Ce surnom existait, mais c'est le caricaturiste André Gide qui lui donne corps. À droite, un superbe dessin de Roubille, où on voit Anastasie en train de vouloir couper le petit bébé, enfin le petit enfant plutôt, Eros, etc. Et le texte dit, j'en ai de la peine à lire, histoire d'une paire de ciseaux à travers le 19e siècle, à l'usage des petits et des grands, des Abélardais, l'histoire d'Abélard et d'autres, et même des avariés, et racontée graphiquement par John Grant Carteret. John Grant Carteret, 19e siècle, qui a écrit énormément d'ouvrages sur tous les sujets tels que la caricature. Donc, à gauche, on voit une Anastasie en train de, ainsi on châterait un dessin, mais on n'empêchait pas l'explication de cette suppression. On suppose que, on va y revenir, mais l'image a plus de poids que le texte finalement dans beaucoup de cas de figure, et surtout, il y avait encore beaucoup trop d'illettrés à l'époque. Donc, ils comprenaient les images et ils ne comprenaient pas forcément le texte. À droite, vous avez un journal qui s'appelle Le Sifflet, et donc, de temps en temps, il lui arrivait d'avoir cette couverture, dessin défendu par la censure. On ne voit pas le dessin, mais on a le droit de mettre l'explication. Notre dessin représentait un bonapartiste en train de raccommoder avec du fil blanc. Décret du 28 décembre 1871. La presse satirique est soumise à la censure préalable, alors que la presse écrite n'est censurée qu'après coup. Les illustrés peuvent comprendre un dessin. Ici, un petit texte à droite de Furcy, qui était un des animateurs du cabaret de Montmartre à l'époque, avec quelques dessins, pas les plus méchants, sur Eugénie de Montijo. Il y a déjà qui sont vraiment plus obscènes sur Eugénie de Montijo. Donc à droite, Ma fermeture, qui est une chanson Ross en vers libre. J'avais blagué des bons restants l'exquis à propos de Compiègne. Or, la censure y trouva tant de cheveux qu'elle ne prit pas qu'un peigne, mais un rasoir dont elle me rasa. Avec l'aide de la police, je me dis, quand elle m'opéra, oh oh, c'est une opératrice. En me rasant, elle me coupa, pas tant de choses pourtant qu'on pense, puis pour 9 jours, elle me ferma, je n'ai pas sage en pénitence. D'aucuns disaient, elle n'a pas de flair, fermez la boîte et sans malice, la censure fait un impair, oh oh, c'est une impératrice.
Donc on pourrait continuer comme ça. Et donc on reprend, un mot s'envole, un écrit mais reste, mais un dessin, une image vaut 1000 mots, il paraît que c'est Confucius qui a dit ça. Hein. Les censeurs sous Napoléon III et la Troisième République devaient partager cette opinion, puisque le crayon était beaucoup plus maltraité que la plume du journaliste. Donc des caricatures de Napoléon III à l'époque. Honoré Daumier, on notera en bas que lui-même fait son autorisation. J'autorise tout le monde en fait à me caricaturer. Bon, et à gauche on a un dessin. Je crois que c'est dans le Charivari, les exploits d'Anastasie sous la Restauration. La censure à l'affût, elle est là pour viser. Mais il n'est pas étonnant qu'il arrive des accidents. Il y a des manuscrits qu'elle vise avec un canon. Donc, gros moyen pour petit résultat. Tout ce qui se biffe, pensée du Tatamar. Et à gauche, une méchante censure Anastasie, vieille demoiselle au menton trognonnant, cousine des parcs, qui se plaît surtout dans les livres sous les fauteuils de théâtre et dévore les dessins à la façon dont le phylloxéra ronge la vigne. Et je coupe, et allez donc, il y a tant de papier dans la maison. Voilà un dessin d'une revue qui s'appelle Fantasio, et dans lequel on voit que l'article censuré, l'article censuré en dévoile beaucoup plus que ce qu'on aurait vu si on n'avait pas censuré. Une affiche qui a été corrigée, à gauche non corrigée, à droite corrigée. Cette partie du dessin a été interdite. Dans la vie parisienne, encore une fois, de la farouche Anastasie, voyez, ici l'absurdité, plus apparaît sa frénésie, plus transparaît la vérité. Elle est très mignonne cette petite. Un dessin de Héroard. Et dans la revue Le Rire, la direction des Beaux-Arts vient de faire placarder dans toutes les loges d'artistes femmes ce tableau. Le déculottage des artistes hommes sera réglementé ultérieurement. Donc, on voit très bien une femme et on voit que, en noir, la présentation à découvert n'est pas autorisée. En violet, apparition momentanée exceptionnellement tolérée. En bleu, exhibition à l'état naturel licite. En vert, dont la forme peut être perceptible sous un tissu élastique. Et en rouge-orange, sur lesquels on applique des poses étrangères, gants et autres. En blanc, paternellement, la direction engage les intéressés à faire de garnir de bijoux divers par des messieurs recommandables. Et puis, la fameuse feuille de vigne, pro-pudeur, hommage à la Ligue contre la licence des rues. Tout en bas, c'est un dessin qui est affolé par cette image, abruti, écrabouillé, épastrouillé et abracadabré. Et pourtant, Rimbaud n'était pas là. Là, justement, zigzag toujours, on passe à une époque, en 1822, où il y a eu le déménagement de la censure. En 1822, suppression momentanée de la censure, donc censeur, Pain, Mazure, Lachaise, Vieillard de Lourdouex, Chazet, Abbé Chaval, Auger, Briffaut, s'en vont, et guidés par le diable, quasiment. Alors, le manuel du petit censeur. À droite, on voit très bien un censeur dessiné par Granville, et en fait, son ombre, c'est le diable. Manuel du petit censeur, pape Alexandre VI. La censure est l'art de découvrir dans les œuvres littéraires ou dramatiques les intentions malveillantes. L'idéal est de découvrir les intentions, même quand l'écrivain ne les a pas eues. Un censeur capable doit, à la première vue, déterrer dans le mot ophicléide une injure à la morale publique. Ophicléide, c'est un instrument de musique serpent à clé. Quatrièmement, la devise du censeur est coupons, il en restera toujours trop. Cinquièmement, le censeur doit être persuadé que chaque mot d'un ouvrage contient une allusion perfide. Quand il ne la découvrira pas, il la coupera aussi, attendu que les allusions les mieux dissimulées sont les plus dangereuses. Ici, un maître censeur, et dans un superbe dessin de Gaulle qui doit être dans la caricature, le premier de la caricature, il y a eu deux caricatures, une vers 1830,
et ensuite par Robida beaucoup plus tard. Donc, résurrection de la censure, elle ressuscita le 3e jour après sa mort. Eh bien, le carton ministériel s'étant ouvert, il en surgit une énorme paire de ciseaux, à laquelle était attaché un gigantesque nez, après laquelle pendait la personne de M. Dargout, le censeur de l'époque. Dans une autre version, c'est pas Dargout, c'est M. Percy. Là, on voit très bien un superbe dessin, et autrement, on voit très bien toutes les abbés, les curés, etc., qui étaient toujours à la chasse, effectivement, de mauvaises pensées. Alors, l'autorisation préalable, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on devait d'abord montrer son dessin, et à ce moment-là, il y avait une censure, et peut-être qu'on avait le droit ou pas de publier. Donc ici, vous avez Gambetta à gauche, et on voit à droite que Gambetta donne l'autorisation à Monsieur Alfred Le Petit, je vous donne l'autorisation de publier tout dessin, charge ou caricature de ma personne. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas de cet avis-là. Il y en a qui se rebellent. Et il y a un certain Monsieur Lamartine, que beaucoup connaissent, Polo, directeur de la Lune et de l'Éclipse, avait demandé l'autorisation à Monsieur Lamartine, et voici ce que le poète lui répondit. Monsieur, quelle que soit ma reconnaissance pour l'article biographique dont vous parlez, je ne puis pas autoriser sur ma personne une dérision de la figure humaine qui, si elle n'offense pas l'homme, offense la nature et prend l'humanité en moquerie. Je vous dis, et vous le répète, cette fausse magnanimité de ma part autoriserait contre d'autres la même offense à la dignité de créature de Dieu. Je ne veux pas m'en rendre complice. Je vous l'ai dit quand vous m'avez fait l'honneur de venir chez moi à ce sujet, je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai dit quand vous m'avez fait l'honneur de venir chez moi à ce sujet, ma figure appartient à tout le monde, au soleil comme au ruisseau, mais telle qu'elle est. Je ne veux pas la profaner volontairement, car elle représente un homme et un présent de Dieu. PS, je vous autorise parfaitement à imprimer cette lettre. Elle fut imprimée et fit rire Paris pendant plusieurs jours. Ici, vous avez Vallès qui se représente avec une casserole attachée à sa queue, et il y a juste son autorisation préalable chargée à gauche. On ne va pas lire peut-être tous les articles ici, je ne sais pas vraiment si je serai dans les temps, mais enfin, on voit encore que que des lits de presse relèvent de tribunaux correctionnels, le montant doit être réglé dans les 3 jours. L'arme la plus insidieuse est l'avertissement, car 2 avertissements signifient la suspension du journal pour un temps, et en cas de récidive, le journal disparaît. Donc, résultat, sur plus de 500 journaux desservant Paris, 40 seulement traitent de politique. Ici, un certain nombre de dessins du Charivari, donc Madame Censure, en haut à gauche. En dessous, vous avez Monsieur Thiers, qui, à propos de son discours contre la liberté de la presse, et à droite, encore une fois, un énorme canon pour tirer sur la petite presse. Ici, vous avez encore d'autres dessins du Charivari, et avec le Charivari à gauche, à propos de la réapparition du cachet en 1827, chiffon devant servir à la fabrication du papier, et ce papier pouvant servir à la fabrication de journaux, le gouvernement a décidé que tous les chiffons ne pourraient circuler sans être timbrés. Et complètement à droite, vous avez La Tribune, un journal qui est cerclé par les juges, et par contre, une toute petite chose, c'est entre les pieds, vous avez un cadenas, et ce cadenas est exactement en forme de poire, comme Louis-Philippe. Donc vous en avez encore d'autres du Charivari, et voilà. Alors on arrive à Censeur, enfin on passe par Censeur. Censeur, un monsieur qui fait au papier ce que les autres font au. Vous m'entendez bien. Comme l'eunuque au milieu du sérail, il ne fait rien, et nuit à qui veut faire. Donc un dessin d'un censeur, et les censeurs, je coupe, tu découpes, il taille, nous rognons, vous châtrez, il ou elle rogne, il murmurait, mais insensible, Anastasie coupait toujours, si bien qu'elle finit par se couper elle-même. Un censeur important, c'est peut-être le censeur qui était le plus caricaturé,
le sénateur Béranger dit le père La Pudeur. Donc, une couverture du Rire et une couverture d'une revue assez sérieuse, la revue Illustrée. Ici, dans un fiac qui conduit par Madame Censure, Madame Anastasie, et il salue des scrofuleux, des éborgnes, des borgnes, des culs de jatte, etc. Une lettre importante, c'est un texte de Laurent Taillade. C'est pas très facile à lire, ça. Laurent Taillade était un écrivain anarchiste un petit peu de fin du 19e siècle, avec un vocabulaire très châtié. Pour moi, personnellement, il faut vraiment que je prenne le dictionnaire pour arriver à lire des fois des textes tels que celui-ci. Et donc, vous verrez quelques mots qui sont expliqués en bas et à gauche. Au sénateur Béranger, vieillard pudique. Ainsi le front voilé d'une rougeur impolie, et déchaînant les citations comparaître, les exploits d'huissier, les grimoires de procédure contre les personnes coupables de savoir que ce n'est point par l'oreille que les enfants se font, vous cultivez, monsieur, dans une pépinière exempte d'ombre et de charme, cette feuille de vigne, emblème de bourgeoise vertu, dont, sous Charles X, le vicomte Sussen en mitoufla si drôlement le bas-ventre des antiques. Vieux, édenté, maigre comme un jour sans pain, ayant remisé le fiacre de vos sévères amours, vous défendez en qualité de gendarme les bonnes mœurs, la décence et la vérécondie. Vérécondie réserve discrétion. Arbitraire et ponctuel, vous notez sur votre calepin les infractions aux bienséances. Eunuque voué à l'apostolat, vous portez en sautoir le couteau de Fulbert, la patère des Corybantes, ayant pour objectif de rendre Vénus bréigne et Priape infécond. Vous multipliez les seins que l'on ne saurait voir, un bout d'épaule, un jupon en coup de vent, un mot de haute graisse vous donne mal au cœur. Vous baissez les yeux devant le soroctone, lui reprochant de n'avoir ni faux col à la genevoise, ni redingote de Lasting. La victoire de Samothrace vous dégoûte, je l'ose dire, et sa gorge dont le temps n'a pas vaincu les lys, vous paraît scandaleuse comparée à l'élante maigreur de l'armée du salut. Avec la préoccupation tenace du mariage, du maniaque, vous flairez l'obscénité comme il flaire la truffe dans les chênaies du Périgord. Vous soulevez les portières, vous regardez par les fentes du mur guillouté. Le mur guillouté, c'est le mur de la vie privée. Pour constater de visu les mouvements impudiques, les mauvaises manières des gens qui l'abritent, vous êtes le Torquemada des maisons closes, des Vespasiennes et des Lupanards. Comme vous montrez en toute chose un esprit libéral, humain et philanthropique, vous rêvez d'appliquer aux mauvaises mœurs la chemise imperméable de vos sévérités. Faire le clapier décent, le bouge respectable, proscrire le shocking des cafés de nuit, rendre Margot calviniste, Alphonse doctrinaire et les singes pudibonds. Voilà un texte, Laurent Taillade. René Béranger en feuille de vigne, une autre feuille de vigne, et à droite, c'est dans l'assiette au verre, je crois, un spéculum, de la pudeur, grand Manitou, il surveille, il moucharde, il guette, faisons-lui don d'une lorgnette pour lorgner ce qu'il voit partout. La tentation de Saint Béranger. Saint Béranger. Ici, c'est un texte qui vaut la peine. C'est une carte postale de l'époque, de 1900 à peu près. Donc, en bas à gauche, Monsieur Béranger demande la fondation d'une ligue anti-végétarienne. Tous les adhérents s'engageront à ne plus manger de carottes, navets, aubergines, bananes, fruits ou légumes éminemment obscènes. On obligera les charcutiers à modifier la forme des saucissons andouillettes, qui désormais devront être carrés. Et en bas, en haut à gauche, c'est les femmes enceintes seront en maison close pour que les enfants n'aient pas de mauvaises idées. Et en bas à droite, on va accorder un prix de 100 000 francs à un auteur du meilleur mémoire sur l'art de faire des enfants sans intervention charnelle. Voilà le bon censeur, même dans la rue, il trouve le moyen de s'occuper. Et à droite, le censeur qui poursuit le coq, toi aussi, je saurais bien t'empêcher d'être gaulois.
l'assiette au beurre, le projet Béranger, et à droite un dessin de Villette. Nous avons ici un grand collectionneur de Villette, si mes souvenirs sont bons. Et puis ici, un titre au vainqueur des 4 arts, monument élevé à la mémoire du grand En Merdeur, général et national. Et à droite, le sourire avec vraiment encore le censeur, la bouche pleine de sang. Ici, Béranger est chassé de Montmartre, bien évidemment, et à droite, il est à la chasse aux papillons ou à la chasse aux feuilles de vigne. On passe à un autre sujet, on passe à un vrai caricaturiste, un bon caricaturiste, et un caricaturiste qui a vraiment souffert de la censure. Donc en bas, une phrase que vous connaissez bien sûr, pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des cours en crédit, ni de l'opéra, ni d'autres spectacles, ni des personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer libérant, sauf sous la direction néanmoins de 2 ou 3 censeurs. Alors Gilles, c'est un tendre qui doit jouer les méchants, et le pauvre à un moment donné terminera fou. Enfin, vraiment, il y a quelqu'un qui est venu le voir tous les jours, c'est Monsieur Fontaine qui a fait un superbe livre sur Gilles. Donc, on va aller vers le bas. Aujourd'hui, les caricaturistes ont tout le loisir de croquer sur le vif en s'installant devant leur téléviseur. Sous le Second Empire, ils se fournissaient chez les photographes officiels. Gilles comme les autres, c'est ainsi qu'il fixait au trait les contours ombre-lumière des visages selon la ligne de plus grande ressemblance, avec l'idée qu'il se faisait de l'individu à représenter. De tous les artistes de son temps, il est celui qui a le plus subtilement assimilé l'infinie diversité de la physionomie humaine et qui a le mieux su en restituer les nuances propres à chacun en déformant à peine. À droite, une petite caricature de André Gilles. Alors là, on le voit au-dessus, on le voyait, non, on ne le voit pas. On voit l'enterrement de la caricature, avec toutes ces lois sur la presse et tout. Donc, à noter le crayon et le chapeau de Triboulet à gauche. Arme mortelle, monsieur le directeur le sait bien, puisque l'homme qui tient un crayon n'a pas, comme celui qui tient une plume, la liberté de produire ses idées sans le visa de l'autorité ministérielle. Et à droite, c'est sur l'air de Marlborough, c'est par Ange Pitou. C'est une caricature est morte, Gilles frémit, Gilles bondit, Gilles s'emporte, caricature est morte. Et on arrive en dernier couplet, on put croquer la poire, pourtant, et ceci c'est l'histoire, on put croquer la poire du temps de Philippon. Donc, chaque époque différente. Tous les dessins que proposait Gilles, qu'on montre en haut, Gilles propose un dessin, un petit guignol, à la censure, elle s'offusque, donc finalement, il décide de la narguer en sortant une magnifique série. Au lieu de parler de Napoléon III, de Thiers, de tous ces gens-là, je vous présente mon concierge, mon cocher, mon charbonnier. À droite, à gauche, il essaye de tuer la censure. À droite, c'est celle de la petite affiche qui était sur la couverture. Et donc, on voit le hibou et la chouette et Anastasie. Et en bas, le trombinoscope avec une caricature sur Gilles. Ici, un des procès qu'il a pu avoir pour cette couverture de ce superbe melon avec un seul titre au-dessus, Monsieur X, ... point d'interrogation. Et ça a été repris également dans l'éclipse, mais également dans le sifflet. Donc, Monsieur X, il y a un procès. Et donc, on arrive en bas au jugement. Vous reconnaissez l'auteur d'un dessin représentant un melon auquel il manque une tranche, fuyant devant un crayon et intitulé Monsieur X, ... Vous entendez, lecteur? X, ... C'est-à-dire X, en fait, 3 lettres. 2 points, 3 points, je n'y saisissais, dit Gilles, nulle malice. Et je ne sais pourquoi je répondis, pris d'un subit et providentiel souci de la minutieuse exactitude, non, monsieur, X, 3 points. Bah, dit le magistrat, il reprit le journal, regarda,
C'est vrai, dit-il, vous pouvez vous retirer. L'instruction était abandonnée, Thémis désarmé. Comprenez-vous, moi j'ai longtemps cherché. Accusation d'obscénité. À force de m'exercer à avoir de l'œil du jurisconsulte de l'époque, à entrer, comme on dit, dans la peau du bonhomme, j'ai fini par supposer vaguement. Mais cela est tout à fait impossible à dire. Alors, voilà comment Gilles, des fois, se débrouillait. À gauche, vous avez le dessin qu'il présente à la censure. Il est refusé, hein, et donc, il finit par contourner les oukases d'Anastasie avec des nuages et des ombres. Donc, Gilles dessine Thiers venant de sauver la République en la faisant accoucher d'un emprunt substantiel, cela aux grandes dames du vieux Badinguet et de ses proches, dont le dernier espoir est ruiné, et qui au premier plan marquent leur désenchantement, ont contraigné Gilles à les effacer, il obtempéra. Un rideau de nuages les dissimule, mais pas entièrement. Tout en bas, des pieds dépassent, clin d'œil au lecteur, les pieds de qui, devinez. Tout le monde avait compris, même les illettrés. Et à gauche, vous avez un superbe tiers, en fille de Madame Angot, dessin refusé. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis simplement à la place la chanson que l'on connaît sur « Ce n'était pas la peine de changer de gouvernement ». Donc, c'était pas la peine, non pas la peine, assurément, de changer de gouvernement. Ici, par contre, encore une autre époque. Donc, dans Le Rire, un dessin de Gerbeau, qui représente une jeune femme toute nue, qui vient chercher des feuilles de vigne, et la censure répond, pas chère madame, j'en vois pas une, ça ne se porte plus. À droite, un censeur qui coupe. À gauche, un journaliste, allez, vous êtes libre, oui, mais comment? Les mains attachées et un boulet au pied. Par contre, à droite, pendant ce temps-là, M. Fauché a obtenu la prorogation de la censure jusqu'en 1852. Alors, encore d'autres censeurs, un monsieur qui fait au papier ce que les autres font haut. Vous m'entendez bien. Comme l'eunuque au milieu du sérail, il ne fait rien et nuit à qui veut faire. Donc, censeur dans le sifflet, censeur qui est en train de travailler en haut à droite, et il taille nos rognons, vous châterez, il ou elle rogne, il murmurait, mais insensible, Anastasie coupait toujours, si bien qu'elle finit par se couper elle-même. Encore un, le sympathique M. Pessard. M. Pessard a fort peu d'ennemis, sa profession étant d'être sympathique. Vous ignoriez peut-être l'existence de ce métier parisien. Vous connaissez les tourneurs de mâts de cocagne en chambre, les lécheurs de monolithes qui sucent les obélisques pour les rendre pointus au bout. Mais vous croyez que la profession de sympathique ne convenait qu'aux escargots. Erreur profonde, comme la politique de M. Decazes. M. Pessard est devenu directeur de la presse, c'est-à-dire, cela veut dire pion littéraire, chargé d'indiquer à la directrice Thémis les journalistes auxquels elle doit flanquer des taloches, des lignes à décopier et des moites cachot. Là, on arrive à un autre encore, Ferrouillat, le chaste ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc ici, c'est du Jules Jouy dans Chanson de bataille. Ferrouillat, ministre ingénu, professe la terreur du nu. Ainsi que Joseph le pudique, devant Pudifar, il abdique. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Quand le soir il se met au lit craignant de commettre un délit, pour ne pas voir son corps modèle, il souffle d'abord la chandelle. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Sombre, il furette sur les quais, dans les bouquins effiloqués, il trempe devant des estampes et pleure sur les culs de lampe. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Innocent comme Calino aux jambes de son piano, il a fait mettre une culotte, défendant que jamais on l'ôte. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Un crâne chauve le fait choir, devant lui tourant son mouchoir, comme Tartuffe il crie arrière, éloigné de moi ce derrière. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Il rougit d'un propos gaillard, chez lui quand il joue au billard. Il blêmit, ses yeux s'effarouchent, lorsque les deux billes se touchent. Ah, c'est renversant, ce que Verrouillat est décent. Là, un petit Anastasie censure contre Zola, et à droite,
Le loup et l'agneau, revue, où il y a le pauvre petit agneau Triboulet avec son crayon, et qui risque d'être mangé par le loup, la censure. À gauche, c'est un monsieur de veste, encore un censeur, avec d'énormes ciseaux, tel cuide engénier autrui, pensez, qui souvent s'engêne lui-même, qui se trompe. Et à droite, une belle liberté. La chanson à Montmartre avec une censure qu'on voit derrière, bien entendu. Et je crois que c'est un journal qui s'appelle La Griffe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Là, c'est un dessin de Roubi, encore une fois, donc, on y soit le mal qui pense. Et à droite, c'est un dessin de Maurice Neumont, qui est un célèbre Montmartrois, et qui présente un crayon et les têtes dont il s'amuse. À gauche, Madame Anastasie, qui rase, qui fond, qui coupe, qui supprime, qui arrache, qui brûle, qui blanchit. Pointilleuse, sourcilleuse, aime aussi la gaudriole, la célérité, la sécurité. Et à droite, une pauvre petite presse qui souffre et qui souffre le martyre. Ici, c'est comment écrire avec un gros boulet à la pointe de son crayon. À gauche, c'est Monsieur Percy qui cite tout ce qu'il peut. C'est par moi que vos dessins auront l'honneur d'être interdits. À droite, Monsieur Pessard, par Pépin. Donc voilà quelques livres et journaux qui peuvent alimenter cette réflexion, bien entendu, mais on peut remonter bien sûr au XIXe siècle où il y a déjà des écrits, mais il y a des revues comme Ridiculosa, bien sûr, il y a la caricature française au milieu, caricaturesque, qui est assez récent, il y a la caricature, non, je cherchais, plus de 5000 dessinateurs de presse. Ça, c'est vraiment un travail important qui a été fait par un monsieur Solo. Donc, le dico s'appelle le dico Solo. Et il a revu, et donc on trouve dedans tous les journaux, les dates et les titres auxquels ont participé chacun de ces 5000 dessinateurs. Il y a quelques petites erreurs, il y a quelques petits manques, mais c'est un travail colossal. Et il y en a un deuxième, qui après, c'est presque 6000, je crois, et qui, lui, est en couleur. Alors que le premier est en noir et blanc, le deuxième est en couleur. Jusqu'où abuseras-tu de notre patience? C'est à peu près la seule phrase de latin que je sache. J'ai eu 0,5 en latin au bac. Jusqu'où abuseras-tu de notre patience, Catilina? Ici, c'est la censure, bien sûr. Donc, poème anastasiaque de Dominus. Pourquoi, puisqu'étant mort aujourd'hui revenir, un seul homme jadis a pu ressusciter, le Christ est revenu dire la vérité, Anastasie, hélas, voudrait nous la ravir, cette vérité. Donc ici, c'est un dessin beaucoup plus récent, bien sûr, d'un journaliste qui se bat contre la censure qui veut l'écraser. La force d'un dessin, grosse massue au bout d'un stylo. Et malgré tout, la censure existe. Et la censure, ancienne et ancienne. Et enfin, ici, les fourches codines. Les deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise, mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas acquis la certitude absolue. Donc voilà, d'Albert Einstein, ça peut s'appliquer à la censure. C'était ma modeste contribution.